Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission est aujourd'hui plongée comme une fois par mois dans les mutations, les transformations des entreprises. Avec Arnaud Marion, on va faire un panorama de tout ce qui se passe. Il faut dire que l'actualité est très chargée, ça va de ce mouvement Big Quit là, qui commence quand même sérieusement à gagner la France. Et puis du côté de l'actualité plus précise des entreprises, la Société Générale qui accélère dans le leasing, Stellantis qui fait une alliance avec Amazon. On a également Caddy en redressement judiciaire pour la 10e fois en 3 ans, ou encore le mariage Auchan-Carrefour de nouveau sur la table. On fera un point complet dans un instant. Ensuite, on ira encore une fois plonger dans la transformation des entreprises, mais cette fois-ci du point de vue opérationnel, avec l'ancienne dirigeante de Guérin Joaillerie. Elle a mené cette transfo pendant 7 ans et elle viendra nous donner ses tips à l'occasion de la sortie de son livre. Et puis on terminera avec un sujet plus léger, comment partir en voyage quand on est fauché. On fera le point là-dessus avec 2 start-upers qui ont fondé Broke and Abroad. C'est Bismart, l'émission, c'est parti. Et pour commencer cette nouvelle année, on reprend les bonnes habitudes avec Arnaud Marion. Bonjour. Bonjour Aurélie, bonne année. Bonne année à vous, fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de crise. On se retrouve comme d'habitude, on reprend nos bonnes vieilles coutumes une fois par mois pour décrypter tout ce qui bouge dans l'actualité des entreprises. Et c'est vrai que là, quand même, en cette rentrée, il y a énormément d'actualités. Mais d'abord, je voudrais qu'on commence peut-être par ce qui, à mon sens, vous allez me dire si vous partagez mon avis, mais est peut-être le plus fondamental en ce moment pour les entreprises, ce sont les difficultés de recrutement et ce phénomène qu'on appelle le Big Quit outre-Atlantique qui commence aussi à gagner la France. D'abord, est-ce qu'on a des explications tangibles sur ce phénomène ? Alors, d'abord, c'était quelque chose de prévisible. Il y a un an pile, au mois de janvier, on traitait ensemble du problème de choc de compétences qu'il y aurait, avec un double impact. Au niveau des États, c'est-à-dire c'est le problème de l'éducation, et au niveau des entreprises, c'est le problème de la formation. Et un an après, en fait, le phénomène s'est produit et s'est même amplifié avec des effets psychologiques, effectivement, du Big Quit, la grande démission. Alors, il faut expliquer, c'est à peu près aux États-Unis 4,5 millions de personnes par mois qui démissionnent. C'était le cas au mois de novembre de 2021. C'était déjà le cas, c'était le même chiffre au mois d'août, c'était 4,3 millions. Et donc, effectivement, on a un phénomène où, déjà, le constat, c'est qu'il manque à l'appel 11 500 000 personnes aux États-Unis, 11,5 millions d'emplois, 1,2 million au Royaume-Uni, à peu près 350 000 d'après les études de la Banque de France, en France. Ouais. C'est-à-dire que c'est un phénomène un petit peu général. Alors, ça s'explique par, il y a de multiples facteurs, bien évidemment. D'abord, la pandémie a fait réfléchir beaucoup de monde. Deuxièmement, il y a des jobs qui ont des conditions, des contraintes, en fait, que finalement les salariés, ils ont pris goût à un autre rythme et ne veulent plus accepter. C'est notamment le cas, et c'est partout dans le monde, dans la restauration ou ce genre de service. Après tout, pourquoi je vais consacrer mes soirées, mes week-ends, alors que je peux être avec ma famille, et finalement je peux peut-être gagner moins en tant que chauffeur Uber, mais au moins c'est un choix de vie que je fais. Donc en fait, ce sont des choix de vie qui sont en train d'être faits, et plus fondamentalement, quand on analyse sur le plan économique, on sent qu'en fait, c'est un effritement ou une rupture du pacte social et moral à l'intérieur des entreprises, mais ça tient davantage de ça, en fait. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un genre d'effritement de cette cohésion, avec moins de confiance aussi dans les syndicats, moins de confiance peut-être dans l'entreprise, ou en tout cas une génération qui aujourd'hui ne considère plus forcément l'entreprise comme faisant partie de sa construction sociale. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le tropisme n'est plus simplement l'entreprise, mais c'est également tout ce qu'il y a autour. Et on a un phénomène où les gens, finalement, sont assez livrés à eux-mêmes. Je crois que dans toutes les organisations, dans toutes les entreprises, les gens souffrent beaucoup du télétravail. C'est à la fois un bien, certainement pour ceux qui ont 1 heure et demie de transport pour rejoindre leur lieu de travail, mais quelque part, on est isolé. On est isolé, finalement, le collectif ne se construit plus. Et donc, on perd dans le collectif. La richesse des entreprises, c'est souvent, au contraire, le brassage des personnes et le brassage des idées. Alors, le mot brassage, aujourd'hui, il est particulièrement interdit. Et donc, dans le même moment, on a du télétravail. On se détourne des syndicats, en tout cas en France, il y a une sorte de désyndicalisation qui existe. Et puis finalement, c'est un peu la perte peut-être des vertus de l'après-guerre, des solidarités salariales qui pouvaient exister.
On sent d'ailleurs qu'il n'y a plus vraiment de prise des syndicats salariés dans le débat public actuellement. Ils ne sont plus du tout dans l'espace public et inaudibles. Qui a entendu parler de Philippe Martinez récemment? Personne. Personne. Donc, Laurent Berger un peu. Oui, Laurent Berger davantage, parce qu'il est davantage dans la construction, je dirais, et qui n'est pas dans l'opposition, et qu'il essaye de faire quelque chose. Mais donc, il y a quand même ce phénomène. Et donc, du coup, ça joue un petit peu à tous les niveaux. Alors d'abord, ça a un impact, c'est que les entreprises sont obligées on parle maintenant de l'expérience collaborateur, à la façon de l'expérience utilisateur. J'ai même découvert le recrutement inversé cette semaine, figurez-vous. Ah oui, ben voilà. Là aussi, fantastique. On n'a pas besoin, mais on recrute quand même au cas où. C'est ça. Mais c'est incroyable. Ah oui. Ben, moi, j'étais avec un cabinet de conseil cette semaine qui m'a dit la même chose. Nous recrutons des gens dont nous ne savons pas comment nous allons les affecter. Mais leurs compétences... Mais on considère qu'ils sont compétents, on les prend, on les recrute. Et donc, effectivement, parce qu'aujourd'hui, en fait, le marché, je discutais hier avec Charlotte Valentin et son associé Didier Querb de Baltimore, qui sont des executive search, justement, pour un peu les interroger des dernières tendances. On est vraiment dans un marché de candidats aujourd'hui. On nous explique, il m'expliquait qu'il peut y avoir des steps de recrutement et au 7e entretien, le candidat qui dit « Oh ben non, finalement, je vais réfléchir, je vais en parler à ma femme ». Ça leur est... Mais pour des postes, on parle d'exécutive. Plusieurs centaines de milliers d'euros de salaire annuel. Et de l'autre côté, il y a certaines entreprises qui sont très très exigeantes. On me citait une entreprise cette semaine qui, avait 21 steps de recrutement pour un exécutif. 21 ? Oui, voilà. Alors, donc du coup, il y a aussi il y a à la fois de l'exigence, de la liberté. Donc, du coup, tout s'est un petit peu inversé. Les candidats, je dirais, sont en train de dicter un peu leurs conditions. Et il y a une approche consumériste du salarié, et je trouve ça très dangereux. C'est-à-dire que c'est comme votre supermarché avec la carte de fidélité. Finalement, alors vous n'avez plus de période d'essai, on va vous donner des vacances en plus, on va vous donner des bonus en plus, etc. C'est l'expérience collaborateur, c'est ça. Alors il y a d'autres entreprises qui essayent de faire des choses plus sérieuses. Par exemple, le groupe Indigo, qui est le leader mondial des parkings, a une stratégie WAR, c'est-à-dire Welcome, Attract, Retain. Donc, comment on va accueillir, ça je trouve ça très intéressant. On recrute quelqu'un, mais on va l'accueillir au sein de l'entreprise. On va lui montrer ce qu'est l'entreprise pour créer l'attachement. Ensuite, on va l'attirer, donc ça c'est avant le welcome, bien évidemment. Et puis ensuite, on va surtout essayer de le garder, parce que c'est ça le danger. Oui, je ferai un parallèle avec une stratégie de marché, sinon en fait on va avoir du picking. Oui. On va aller 6 mois ici, 2 ans par là, et la jeune génération, je pense, est très tentée de faire ça. Oui, elle le fait. D'autant plus quand on a aujourd'hui une surenchère qui commence à se voir sur les salaires, parce qu'à un moment, les entreprises n'ont pas forcément d'autre choix, que vous parliez de la restauration tout à l'heure, que d'augmenter les salaires. Oui, ce qui va poser le problème de ceux qui sont déjà dans l'entreprise. Absolument. Parce que si vous ne les réajustez pas, ils partiront. Et puis, mettre cette approche consumériste, ça crée aussi un effet pervers. C'est qu'il suffit que quelqu'un d'autre propose mieux pour que la personne parte. Je pense qu'on peut avoir des problèmes de loyauté. Le picking dont vous parlez, vous vous souvenez très bien qu'il y a quelques dizaines d'années, sur un CV, on dira surtout, il faut faire minimum 3 ans dans la première expérience, sinon c'est très très mal vu. Aujourd'hui, vous avez des gens qui alignent des expériences de 6 mois et on trouve ça fantastique, et de toute façon, on les recrute quand même. Vous parliez des syndicats, on va traverser l'Atlantique une seconde pour parler d'Amazon, parce que ça aussi, je pense que c'est assez révélateur. Est-ce que justement c'est en lien, vous allez me dire, avec ce phénomène de big quit et du fait que Amazon aussi finalement se trouve confronté à des problèmes de recrutement, mais Amazon semble quand même lâcher du lest sur les syndicats alors qu'ils y étaient mais fondamentalement, structurellement opposés. Oui, alors ils ont pas encore autorisé les syndicats, mais ils ont pris un accord avec l'Agence fédérale des relations du travail, qui est une agence assez puissante. Et effectivement, ils sont en train de revoir leur copie, puisqu'ils avaient un règlement intérieur extrêmement restrictif qui interdisait les réunions à l'intérieur des locaux, en dehors des heures de travail. Ouais. Voilà. Et donc, ils sont en train aujourd'hui de dire qu'ils n'entraveront plus. Enfin, on rêve quand on est en France avec le délit d'entrave. Je crois qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont en train de rêver en se disant c'est comme ça. Donc, ils disent qu'ils n'entraveront plus effectivement des mouvements d'organisation syndicale. D'un autre côté, il faut quand même avoir en tête que Amazon, ils appliquent un salaire minimum 3 fois supérieur au salaire fédéral, $18 et autres. Donc, on n'a pas dit que leurs salariés étaient malheureux. Mais
effectivement, ils ont lâché du lest. Et moi, je fais aussi le parallèle avec ce qu'avait décidé à un moment Biden, il y a peut-être un mois, en disant le bonus pour un véhicule électrique, c'est 12 500 $, mais il y en a 4 500. C'est uniquement si c'est fabriqué par une entreprise américaine avec le syndicat, qui est affilié à un syndicat, si on se souvient. C'est-à-dire une espèce de discrimination positive par rapport à ça. Donc on sent qu'il y a quand même un mouvement. Alors, ça va vers, finalement, dans ce sens-là, en tout cas, une amélioration pour compenser, finalement, le délitement qui peut exister, qui est surtout aussi un délitement dans les comportements, en fait. Alors Amazon, puisqu'on parle d'eux, qui a signé un contrat, une alliance avec Stellantis. Alors si on se dit ça comme ça peut paraître étrange, mais en fait, ce n'est que le reflet de Carlos Tavares qui veut faire finalement de cette nouvelle entité une boîte de technologie. C'est ça. Sa stratégie, c'est de dire on veut devenir une tech compagnie. En fait, je pense que tout le monde avait regardé un petit peu avec circonspection Tesla, en se disant oh, c'est une marque, c'est du bluff, c'est de la com. Bon, et Elon Musk est inspirant, etc., etc. Mais finalement, c'est plus qu'une voiture, et c'est plus qu'une voiture électrique, c'est une voiture qui est complètement connectée. Et dans le même temps, il y a cette constellation qu'il est en train de développer au niveau des satellites. Et on va y revenir parce qu'à mon avis, c'est ça le prochain step. Donc effectivement, le sujet des voitures, c'est que, en fait, si les voitures électriques, il faut pouvoir les faire évoluer de façon logicielle. Donc la stratégie, en l'occurrence de Stellantis, c'est bien d'essayer de développer une plateforme de service et une plateforme logicielle qui fait fonctionner l'entreprise, mais avec tout ce qu'il y a autour, aussi bien le divertissement, on peut imaginer Netflix pour les enfants à l'arrière. Mais c'était un peu ce qu'avait voulu faire Renault, mais alors qui avait échoué en se mariant plus ou moins avec Challenge à une époque, en disant finalement il va falloir occuper les gens dans ces voitures autonomes qu'on n'aura plus besoin de conduire, entre guillemets. Oui, mais je pense qu'ils veulent davantage maintenant copier un modèle tech. C'est plus un modèle que de divertissement, c'est un modèle tech, c'est-à-dire comment à un moment on arrive à la façon de notre iPhone à faire évoluer finalement les fonctionnalités de la voiture avec des mises à jour ou pas. Voilà, et avec des mises à jour logicielles, comment l'entretien finalement passe par beaucoup d'électronique. En fait, je crois que l'enjeu pour Stellantis, c'est comment générer des revenus après l'achat du véhicule et des revenus de service à la façon de votre iPhone. Enfin, 20% du chiffre d'affaires d'Apple, ce sont des revenus. Donc je pense que ça, c'est l'évolution fondamentale. Il ne faut pas oublier l'autre partie du contrat. Hein. C'est-à-dire que Amazon va acheter des voitures chez Stellantis. C'est pas à sens unique. Donc c'est plutôt un contrat qui est assez, comment dirais-je, assez bien construit. Et pour moi, le prochain enjeu, en fait, c'est très bien de créer de la connectivité sur les voitures, mais comment passe le haut débit quand on est dans sa voiture? Et effectivement, Elon Musk est en train d'apporter une réponse. Il y a une start-up française qui est dirigée par Damien Garot qui s'appelle Stellar. Et Stellar, il veut faire sa constellation européenne. Donc c'est de la deep tech, mais comment à un moment on amène du haut débit partout où on est, et pas simplement quand on est dans une grande ville, parce que c'est ça l'enjeu. Quand vous quittez la grande ville et que vous êtes sur la route de campagne, si vous voulez, si vous n'avez plus le haut débit, les fonctionnalités de la voiture, elles s'émoussent un peu. Donc je trouve que c'est très intéressant cette alliance, parce que ici on parle de transformation. C'est vraiment un axe de transformation, c'est comment ils dépassent la voiture et comment effectivement ils vont aller, il s'est même allié avec Foxconn, hein, qui est le sous-traitant favori d'Apple, pour justement cette plateforme logicielle. Alors, puisqu'on parle de voiture et de mouvement, effectivement, là, vous êtes en train de me dire qu'on réfléchit à l'après-voiture. Là aussi, changement un peu de, disons, de cœur de métier pour Société Générale, qui devient le leader européen du leasing, en rachetant via sa filiale ALD LeasePlan, ou LeasePlan, je ne sais pas comment on dit, leader européen basé à Amsterdam pour 5 milliards d'euros. C'est la plus grosse acquisition de l'histoire de Société Générale. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'effectivement, là aussi, on s'éloigne un peu du cœur de métier et en même temps, il y a une cohérence parce qu'on reste dans des activités de financement. Quelle est la stratégie derrière ?
Alors, d'abord, j'ai envie de dire, Société Générale is back. Il était temps. C'est ce que c'était ma question d'après, vous me devancez. Ah, je ne savais pas. Donc, il était vraiment temps, parce que je crois qu'on avait évoqué dans une émission, peut-être au mois d'avril, ici, où effectivement, Société Générale, c'était un peu poussif et tout. Il faut voir que leur capitalisation boursière avait fortement chuté. Donc, Société Générale is back. D'abord, ils avaient ALD. Donc, c'est ALD qui était déjà... numéro 4 ou autre. Là, cette fusion, elle est fantastique parce que ça va propulser quand même ALD, LeasePlan comme le numéro 1 hors constructeur. Le premier, c'est Volkswagen avec 11 millions et quelques de voitures. Le deuxième, c'est RCI avec 3,8 millions de voitures. Et le troisième, ça va être ALD LeasePlan, effectivement, pour 3,5 millions de voitures. Mais c'est le premier qui n'est pas un constructeur. Donc, ils vont sur ce marché. Pourquoi ? Parce que c'est un marché de revenus. Un marché de revenus récurrents à un moment où le crédit rapporte plus grand-chose, avec des taux négatifs, des marges extrêmement faibles de quelques points de base ou autres. Et puis... c'est un marché qui en plus est à double détente, parce que vous achetez la voiture neuve, puis ensuite elle a une deuxième vie, cette voiture neuve, avec les voitures d'occasion. Regardez le boom des voitures d'occasion actuellement. Ça peut être un risque, bien évidemment, en fonction de la tendance du marché. Mais ce qui est intéressant, c'est les déclarations de Frédéric Oudéa et les communiqués de la Société Générale qui disent... C'est un nouveau pilier, donc c'est un nouveau pilier stratégique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, demain, la Société Générale, ce sera la banque de détail, la BFI, la banque de financement et d'investissement, et la mobilité. Il a prononcé le mot mobilité. Alors là aussi, vous voyez, on parlait de la convergence entre Stellantis et Amazon, et puis alors maintenant, entre l'univers financier et l'univers de la mobilité. Mais ce qui est marrant, c'est que toutes les banques françaises, en tout cas, sont en train de prendre ce virage. C'est-à-dire que Crédit Agricole a signé, alors avec qui déjà ? Avec Stellantis. Avec Stellantis, absolument. Et puis BNP Paribas a aussi sa filiale. Donc en fait, Arval. Ils sont tous en train de faire ce move-là. Oui, et c'est quelque chose parce que c'est une vache à lait, entre guillemets, le leasing ? Bah oui. C'est revenus récurrents. Alors vous savez, les investisseurs, ils adorent les revenus récurrents. Ils adorent la récurrence des revenus. C'est sécurisant. C'est ça qui est sécurisant et c'est généralement c'est ça qui crée le multiple. Évidemment. Et donc, c'est une opération qui va beaucoup relever, en fait, Société Générale. D'abord, qui va relever ALD. C'est une augmentation qui s'estime à 20% du bénéfice par action. Et rien que pour SG, c'est 5% du bénéfice par action. C'est-à-dire, c'est quand même énorme. Et puis, je vous rappelle, c'était notre petite séance du mois de décembre, que Société Générale a fait un plan de rachat d'actions de 470 millions. C'est intéressant, d'ailleurs, ce qui se passe sur les banques françaises. Si vous me permettez une rapide digression en une phrase, c'est que à la fin de l'année, on a BNP Paribas qui a vendu Bank of the West pour 16 milliards et qui a annoncé tout de suite 4 milliards seront consacrés à du rachat d'actions, comme quoi on avait vu juste. Et puis au même moment, vous avez HSBC et ING qui, comme Barclays il y a 4 ans, quittent le paysage bancaire français. Donc on voit bien qu'il y a une vraie transformation. D'ailleurs, on l'avait évoqué ici en disant c'était un peu les fintech qui faisait la transformation du secteur financier. Et là, finalement, les banques vont vers la mobilité parce que c'est du revenu récurrent. Alors, autre gros dossier qui revient sur la table, là, c'est le dossier Auchan-Carrefour. Donc, selon Bloomberg et les Échos, un rachat de Carrefour serait de nouveau sur la table. Cette fois, Auchan aurait l'appui de fonds d'investissement anglo-saxons. Ce qui veut dire quand même que ce mouvement de consolidation qui a déjà avorté 2 fois, en tout cas en ce qui concerne Carrefour, il semble quand même aujourd'hui inévitable en France. Je crois que c'est assez inéluctable, c'est devenir le super leader, parce que leur fusion, ça créerait 28% de parts de marché, donc devant Leclerc, devant Casino, devant les indépendants. Comme on l'a dit, il n'y a que 2 choix possibles. Enfin, ils sont 3 acteurs, c'est Casino, c'est Carrefour et c'est Auchan. Auchan, on en avait parlé, c'est quand même un problème de vieillissant, d'hypermarché, mais pourtant c'est quand même assez mythique. Et à côté d'eux, ils ont réussi à créer des géants comme le Roi Merlin, comme Decathlon et puis leur autre centaine de marques. Ce que n'ont pas su faire finalement les autres industriels du retail. Donc ça, je pense que c'est effectivement important. Et puis, je crois que au-delà de ça, si vous voulez, c'est le fait que d'abord, c'est pas étonnant qu'ils trouvent de l'argent. Les fonds l'afflux de liquidité est là, ça c'est sûr. Il y a eu
12 000 deals de M&A dans le monde en 2021. 12 000 deals pour 5 650 milliards de dollars, dont 1 000 milliards apportés par les fonds d'investissement qui, paraît-il, ont encore 3 000 milliards à investir. Donc, c'est pas étonnant. Au niveau d'Auchan, il n'y a pas de dette. Et de toute façon, pourquoi ça a chopé le deal ? C'était la Valo, non ? C'est ça, de Auchan ? C'était la Valo. C'était à la fois la Valo de Auchan et puis finalement, c'était pas un achat en numéraire. Aujourd'hui, il va y avoir la possibilité d'acheter en numéraire et de désengager notamment la famille Moulin. Parce qu'elle ne voulait pas avoir des actions de côté à la place d'actions cotées, qui est au capital de Carrefour et qui est le premier actionnaire. Donc, du coup, on l'avait pressenti que ça allait rebondir de cette façon. Ils vont apporter de la liquidité et le deal se fera. Et le prix, d'ailleurs, on entend qu'il va se réajuster. Bon, il se fera, mais peut-être pas tout de suite quand même, parce qu'il ne vous a pas échappé qu'il y a une petite échéance en France cette année. Oui. Et qu'on craint toujours, dans ces cas-là, le risque de casse sociale. Donc, potentiellement, il faudra peut-être attendre le deuxième semestre, non ? On va voir effectivement. Alors, de toute façon, il y aura l'autorité de la concurrence qui va rentrer dans la danse. Il y a alors, ça pose quand même un problème. On nous parle de fonds anglo-saxons. Alors, on ne connaît pas ce qui va se passer in fine. C'est-à-dire que, en fait, ça va échapper finalement un petit peu au capitalisme français parce qu'on n'a pas des fonds de la taille on entend parler de KKR. De CDR qui vient de racheter Morrisons au Royaume-Uni. On n'a pas la taille de ces fonds-là, en tout cas. Bon, alors du supermarché au caddie, il n'y a qu'un pas que je franchis allègrement. Quelle transition. Magnifique. Caddie, ça m'intéresse, moi, parce que, en fait, effectivement, c'est la 3e fois en moins de 10 ans qu'ils sont en redressement judiciaire. C'est ça. Il n'y a pas d'issue pour un modèle comme Caddy aujourd'hui ? C'est-à-dire que c'est quand même un symbole parce que c'est dans le langage courant, c'est presque devenu un nom commun. Vous savez que quand on devient mythique, on est challenger sur un marché. Frigidaire, il n'y en a plus beaucoup dans les cuisines des frigidaires. Ils se sont repositionnés, c'est devenu un truc ultra luxe. Oui. Voilà. Ils ont quand même une recovery assez intéressante. C'est vrai que Caddy, le problème c'est que Caddy en 10 ans, c'est 10 fois moins de chiffre d'affaires. Et finalement, ils n'ont pas retrouvé un modèle, vertueux. Alors, on nous parle de la crise, on nous parle du Covid, etc. Les 3 années précédant le Covid, il y a eu 15 millions de pertes pour une entreprise qui est censée trouver un équilibre autour de 18 ou 20 millions de chiffre d'affaires. Donc, comment dirais-je, le problème, c'est pas le Covid. C'est certainement un accélérateur. Il y a quand même eu des PGE. Il y a quand même eu des prêts ad hoc de Bercy, un prêt ad hoc de Bercy pour aller au-delà du PGE. Donc ça voulait dire que les banques ne voulaient plus financer. L'État a fait ce qu'il devait faire. Et c'est très marrant parce qu'on parle de Caddy, parce que tout le monde connaît, mais c'est que 140 salariés. Il y avait par hasard ce matin, d'ailleurs, dans Les Échos, une page sur une dizaine d'entreprises très industrielles. Des fonderies, les fonderies de Bretagne, fonderies du Poitou. C'est un autre dossier. Voilà, et tout un tas d'autres sociétés, malheureusement, qui sont en train d'avoir des difficultés, qui pèsent entre 200 et 400 emplois. Le problème de ce genre de modèle économique, c'est fabriquer en France ne suffit pas. C'est pas le seul argument. C'est-à-dire que si on n'a pas une taille critique, moi je crains que leur problème, ce soit un problème de taille critique en fait, et ils se sont fait concurrencer. D'ailleurs, j'ai lu un article, je ne sais plus dans quel quotidien, il y a quelques jours, qui disait dans les supermarchés du coin, à côté de l'usine Caddy, c'est des chariots qui viennent d'Espagne. En fait. Donc du coup, c'est difficile. C'est-à-dire que la localisation... C'est plus un problème de taille qu'un problème d'être monoproduit. C'est les deux, mais d'abord, c'est pas forcément des marchés de grand renouvellement comme ça. Non, mais c'est sûr. Mais à partir du moment où l'entreprise s'est divisée par 10 en 10 ans, ça veut dire que c'est au profit d'autres challengers et que finalement, elle n'a pas retrouvé son équilibre. Donc, pour moi, ce genre d'entreprise, c'est toujours un problème de taille critique. C'est souvent un problème de compétitivité. Et ça, c'est souvent le cas. Donc, une très grande sensibilité aux moindres augmentations de matières premières. Mais l'entreprise, en 2019, donc on est avant la pandémie, elle perdait 6 millions d'euros. Donc, elle perdait 20 à 30% de son chiffre d'affaires. C'est énorme. Donc, du coup, je pense que c'est ça. Je pense que cette entreprise, à 40 ou 50 millions, elle est viable.
Donc c'est un problème de marché en fait. Et donc c'est un problème d'adéquation au marché. Est-ce que ce qu'ils sont en train de fabriquer aujourd'hui, comment dirais-je, correspond aux besoins des supermarchés? On voit dans un certain nombre de super ou d'hyper des chariots qui sont dans des matériaux complètement différents et qui ne sont pas forcément comme ça. Et ils avaient fait des tentatives à un moment de diversification vers du chariot connecté, etc. Bon, voilà, c'était peut-être plus de la com qu'autre chose, quoi. On va terminer peut-être avec un coup d'œil outre-Manche, puisque vous vivez la plupart du temps à Londres. Et c'est donc Selfridges qui est l'icône des grands magasins britanniques, qui a changé de main, vendu à une alliance entre un Thaïlandais et un Autrichien. Une alliance entre un groupe de retail et une foncière, d'ailleurs. Deux secteurs qui, vous me le soulignez en préparant cette interview, sont en train de se rapprocher, en fait. Oui, c'est assez intéressant. À la manière de Auchan avec des fonds, c'est-à-dire qu'en fait, on a besoin d'investisseurs financiers et on a besoin de spécialistes, je dirais, du secteur. C'est le cas dans Auchan, la famille Mullier sont des spécialistes. Dans Selfridges, voilà, c'est un acteur du retail et une foncière. Pourquoi ? Parce que l'immobilier pèse tellement. C'est sur les 4 milliards de livres de transactions, c'est 2 milliards. D'immobilier. Donc c'est quelque chose d'énorme. Donc du coup, ça explique la foncière, bien sûr. C'est assez intéressant cet exemple parce que quand ça avait été vendu il y a une vingtaine d'années, je crois en 2002. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'était pas la première fois en fait. C'était pas la première fois et c'était une famille canadienne. Absolument. Les Weston. Et donc, vous voyez, ça échappe complètement au pays aujourd'hui, alors que c'est l'icône effectivement de Oxford Street. Bon, alors ils sont 4 magasins en tout et quelques magasins aussi, je crois. À Amsterdam et en Irlande. Mais c'est assez intéressant de voir ça, parce que 50 000 mètres carrés, c'est vraiment iconique, c'est très mode, très fashion, bien évidemment, c'est devenu un peu comme vraiment des temples de la mode. Et pour moi, c'est intéressant parce que ça montre une rupture. En avril, on évoquait ici 180 000 jobs perdus dans le retail au Royaume-Uni, 12 000 magasins fermés ou autres, et il y a eu 120 magasins fermés sur ce qu'on appelle les high street, donc ces grandes rues commerçantes, dont des icônes. John Lewis a réduit la voilure, Debenhams a déposé son bilan, Topshop a fermé, enfin vous voyez, tout ce genre de choses qui n'ont même pas été repris. Ils ont repris Topshop en partie, non ? Ils ont repris le fichier client et la marque. C'est Azos qui a repris le fichier client et la marque. Et donc là, tout d'un coup, une icône comme ça, elle retrouve sa valeur. Mais regardez les Galeries Lafayette, regardez le Printemps, regardez Harrods. Je pense que ce genre de flagship, ça a beaucoup de valeur. C'est un peu d'ailleurs la stratégie de DFS, du groupe LVMH, trouver des lieux iconiques. Absolument. Ils en ont développé une vingtaine, dont la Fondatio dei Tedeschi à Venise. Bien sûr, la Samaritaine à Paris, qui est un lieu géré par DFS. Le parallèle est assez intéressant. Donc ce genre de lieu iconique, finalement, ça a de la valeur, tant mieux. Ça prouve que Debenhams n'était plus iconique et donc que sa marque s'était effritée. Merci beaucoup Arnaud Marion pour la revue de détail de cette rentrée très chargée. On se retrouve bien sûr le mois prochain pour une nouvelle revue de détail de nouveau sur l'actualité des entreprises. Merci. Merci à vous. Et on poursuit cette émission avec Ilani Tatia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur de ce livre Splash, plongé au cœur d'une transformation. Alors vous y racontez votre expérience du leadership. Vous avez été directrice générale de la marque Guérin Joaillerie pendant 7 ans. Une marque dont vous prenez la direction en 2012, au moment de son rachat par Galeries Lafayette. Qu'est-ce qui vous fait prendre conscience que, quand vous arrivez, que en fait, finalement, cette boîte, vous n'allez pas pouvoir la garder telle qu'elle, mais qu'il va falloir la transformer? C'est une bonne question, en fait, parce que ma feuille de route, au départ, elle n'était pas du tout celle-là. C'était pas du tout une feuille de route de transfo. Je devais, au contraire, faire une transition en douceur. Et en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Je dirais que ça ne s'est pas du tout passé comme ça, parce que quand je suis arrivée, j'ai constaté que le chiffre d'affaires avait commencé à baisser. J'ai commencé à mettre en place des relances classiques de chiffres qui ne portaient pas leurs fruits. Et au bout de quelques mois, je me suis dit, OK, en fait, on est en face d'un changement radical, nécessaire, un problème plus profond et plus structurel. Et donc, j'ai évalué les stratégies possibles. J'en ai défini une qui consistait à prendre ce qui était une enseigne de bijouterie moyenne gamme pour la transformer en marque de joaillerie premium.
Et c'est ce qu'avec mon équipe, on a fait pendant 7 ans et c'est ce que je raconte dans le livre. Alors, une fois que vous avez défini votre stratégie, comment on convainc ces équipes? Moi, c'est toujours la question que je me pose, c'est parce qu'on me dit toujours, oui, non mais une transfo, il faut embarquer les équipes. Évidemment, ça me semble assez logique, mais ok, mais concrètement, on fait comment? Parce qu'il faut convaincre tout le monde qu'on va dans la bonne direction et que c'est nous qui avons la vision et que ça va le faire au bout du compte. Ouais, c'est une question un peu compliquée en 2 minutes parce que j'ai mis 180 pages à essayer de poser les choses. Et en fait, avec le recul, je pense que tout le problème, c'est qu'il n'y a pas une seule méthode miracle pour transformer une entreprise. Il y a plein de voies possibles. Et mon intention avec le livre, c'est plus de dire, bon, voilà ce que moi j'ai fait, ce que j'ai essayé, ce qui a marché, pas marché, quelque part les questions qui se posent suite à cette expérience-là, et à inciter le lecteur à piocher là-dedans et à construire son propre chemin. Je peux vous donner un exemple de la démarche. Quand il a fallu expliquer aux équipes la stratégie de marque premium, dire ce qu'on était en train de faire, on a utilisé avec mon équipe toutes les voies classiques de com interne. Donc des dizaines de newsletters, d'ateliers, voilà, tout ce dont on a dû vous parler. Oui, bien sûr. Et la newsletter, le site interne, voilà. Voilà, des ateliers, des déjeuners, etc. Et en fait, donc on avançait, ça marchait plutôt pas mal. Et puis un jour, pour des raisons de stratégie marketing, on a décidé de lancer une grande campagne de com sur la marque à la télé. Et là, on s'est rendu compte que tout d'un coup, il y avait eu un genre de déclic dans les équipes qui venaient nous voir en nous disant « Ah oui, donc en fait, on est vraiment en train de devenir une marque ?» En fait, c'était un peu énervant parce que ça faisait juste des mois qu'on expliquait ça. Mais voilà, en fait, c'était tellement symbolique qu'il y a eu un effet waouh qui a déclenché, qui nous a fait faire un pas de géant en termes d'appropriation. Et en fait, voilà, mon livre, il est un peu construit comme ça, en fait. C'est pas de dire aux gens, il faut faire une campagne télé pour transformer, ça serait un peu coûteux. Mais c'est plus de dire, qu'est-ce qui, dans votre métier à vous, dans votre entreprise, peut être le déclic qui va faire que vous allez faire comprendre ce que vous êtes en train de faire aux gens. Et en fait, voilà, tout le livre est construit comme ça. C'est l'expérience Guérin-Joaillerie, mais comment est-ce que ça peut générer quelque chose pour le lecteur? Mais c'est fascinant ce que vous racontez parce que dans votre livre, vous donnez aussi l'exemple du questionnaire, le fameux questionnaire que tout conducteur de transfo fait. C'est-à-dire, tout le monde vient me voir en disant « Alors, on a fait un questionnaire auprès des équipes ». Oui, c'est bien, mais en règle générale, les équipes, elles ne voient pas forcément que derrière... D'abord, elles ne sont pas toutes convaincues que la direction prend au sérieux ce qu'elles disent. Elles ne sont pas toutes forcément sincères dans ce qu'elles répondent. Donc, on voit bien qu'il faut autre chose. Et est-ce que ça tient aussi à, donc, comme vous disiez, à des éléments type la publicité qui fait que et ça déclenche? Ou est-ce que c'est aussi la personnalité du conducteur du changement? Est-ce que c'est les managers? En fait, je pense qu'effectivement, vous posez la bonne question parce qu'il y a plein de bonnes pratiques sur la conduite du changement. Mais après ces 7 années de pratique, je pense que ce qui fait vraiment la différence, c'est plus une question d'attitude et de savoir-être, en fait. Quand vous êtes dans l'écoute des équipes, quand vous expliquez ce que vous faites, quand vous parlez concrètement des difficultés en toute transparence et que vous le faites avec le cœur, je pense que ça se sent. Et quelque part, c'est plus l'attitude qui va faire la différence et la transfo réussie et le fait que les gens vous suivent que, effectivement, le 14e questionnaire ou le 10e déjeuner. Et ça ne s'apprend que par l'expérience, ça s'apprend en étant aligné avec soi-même. Voilà, ce n'est pas des choses qu'on trouve dans les bouquins de management. Sauf dans le mien, peut-être. Vous parlez des difficultés. Comment on fait? Parce qu'évidemment, une transfo, ce n'est pas linéaire, j'imagine. Il y a des hauts, des bas, des réussites et puis des échecs aussi. Donc, quand on met en place des choses et puis qu'on s'aperçoit que ça ne marche pas, qu'il faut faire machine arrière et qu'on a dit à des équipes pendant des semaines, on va faire comme ça, vous allez voir, ça va aller mieux. Et puis qu'en fait, il faut dire, ah, en fait, non, on s'est un peu trompé. Comment on fait pour ne pas perdre sa crédibilité? En fait, je pense que la crédibilité, elle se construit pas à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est pas au moment où il y avait des difficultés qu'on devient crédible, c'est en amont. C'est-à-dire que si à un moment donné, pour poser la stratégie, vous avez déjà embarqué les gens, interrogé les équipes,
vraiment, en tenant compte de ce qu'elles disent, expliquer tout ce que vous avez fait. Quelque part, au moment où ça ne marche pas, si vous expliquez que non, ça ne fonctionne pas, mais voilà ce que je vais faire pour essayer de rectifier le tir, il n'y a pas de problème de crédibilité. Il y a peut-être un problème de stratégie, il y a peut-être un problème de méthode, mais la crédibilité, si elle est bien construite en amont, ma conviction, c'est que vous ne la perdez pas. Et puis après, là vous avez raison aussi, c'est que c'est quand même pas facile pour autant, c'est-à-dire que là ça a l'air tout parfait, mais il y a quand même des moments, moi j'appelle la traversée du désert, parce que quand vous avez commencé à mettre en place les choses, vous commencez à perdre du coup un peu les anciens clients, mais qu'en même temps vous êtes en train de recruter des nouveaux clients, mais les vases communicants ne fonctionnent pas encore tout à fait bien, il y a un moment où effectivement, et ça m'est arrivé, je suis passée par des phases où j'étais finalement la seule un peu à y croire et à le porter. Et je pense que voilà, il faut juste attendre un peu, faire en sorte que ça que ça se passe le plus vite possible. Et puis dans mon livre, je donne aussi quelques astuces de quick win, des méthodes d'énergie interne aussi, personnelles. Il ne faut pas s'épuiser non plus, c'est ça? Oui, la question de l'énergie personnelle et de l'énergie des équipes, c'est hyper important, en fait, que ce soit l'énergie et la santé physique que la santé mentale, du dirigeant et de ses équipes. C'est un vrai sujet quand on mène des transformations longues. Et je pense qu'il y a peu de dirigeants aujourd'hui qui en parlent. Et justement, on parle de la solitude souvent du dirigeant dans ces périodes-là. Vous insistez beaucoup sur la façon dont vous avez construit votre équipe aussi pour pas être finalement trop toute seule dans cette galère, entre guillemets. C'est important, comment on choisit les gens avec lesquels on a envie de travailler? Parce que parfois, il y a une équipe déjà en place. Est-ce qu'il faut tout changer? Cette équipe, elle peut en plus être réfractaire au changement. Comment on fait? Je pense que là aussi, il n'y a pas de méthode miracle. En fait, il faut regarder déjà les gens qui sont en place, se faire sa propre analyse. Et puis, effectivement, avoir des gens qui partagent votre vision de l'avenir et vos valeurs, surtout, votre façon d'être et de faire, c'est essentiel. Mais ça semble basique dit comme ça, mais le faire en vrai et choisir son équipe comme ça, c'est pas si simple. Et c'est vrai que c'est essentiel parce que dans les moments de baisse d'énergie du dirigeant, c'est très souvent votre équipe proche qui va là aussi vous permettre de rééquilibrer, soit en prenant le relais, soit en quelque part vous portant indirectement. Nous, on avait un truc avec mon comité de direction qu'on faisait toutes les semaines, on faisait un tour de table de ce qu'on appelait les fiertés. Et en fait, chacun disait ce qu'il avait rendu fier les jours précédents. Et dans les moments de traversée du désert, c'est assez utile de se donner du positif. Ça nous permettait de remonter un peu en niveau d'énergie avant d'attaquer les problèmes qui ne manquaient pas de se présenter. Et surtout que vous étiez confronté à un éclatement aussi physique, c'est-à-dire que votre transfo, elle n'était pas sur un siège unique. Vous aviez des équipes de vente un peu partout. Et donc, là aussi, le fait d'être aussi éclaté, c'est une difficulté supplémentaire pour pouvoir embarquer tout le monde? Oui, bien sûr. Alors, nous, on avait la chance d'être quand même beaucoup en région parisienne, ce qui permettait une certaine proximité. Mais j'ai appris un certain nombre de choses avec le temps. J'ai appris, par exemple, que vous avez beau expliquer la stratégie en termes un peu généraux, à un moment donné, il est important aussi d'expliquer, pas d'expliquer, mais de travailler avec les gens très clairement ce que vous attendez d'eux concrètement sur le terrain. Nous, on est en train de devenir une marque premium. Et vous demandez à 50 personnes ce que c'est qu'une marque premium, vous avez 50 réponses différentes. Du coup, les RH et la direction des ventes a vraiment travaillé avec les équipes pour se dire qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous sur le terrain d'être une marque premium. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble indispensable. Il y a autre chose sur l'éloignement dont je me suis aperçue, c'est qu'il y a tous les relais hiérarchiques habituels. Quand on a un réseau de boutiques, on a en général un directeur des ventes, des animateurs réseau qui sont là pour faire justement ce lien entre le siège et les magasins.
Mais en fait, il y a aussi tout un tas de relais informels. C'est-à-dire que les gens en magasin, ils ont la compta, ils ont l'informatique au téléphone. Enfin voilà. Donc il y a plein de gens qui font passer des messages, parfois dans votre sens, parfois pas, et dont il faut du coup tenir compte et intégrer dans la stratégie globale de transformation. Et ça, c'est un autre enseignement. Est-ce que tout à l'heure, vous aviez parlé des clients, vous avez dit il y a un moment, on gagnait d'autres clients et puis on en perdait certains. Est-ce qu'à un moment, vous avez interrogé vos clients sur cette transfo, sur ce repositionnement de marque, parce que c'est un vrai repositionnement, donc avec, comme vous dites, passer à une gamme premium, donc j'imagine avec un changement de budget aussi pour le client. Est-ce qu'à un moment, vous les avez consultés ou vous vous êtes dit, non, c'est comme ça, je sais que c'est ça qu'il faut faire pour la marque et tant pis, ceux que je perdrai, j'en récupérerai d'autres ailleurs? Alors non, on les a interrogés. Enfin, d'abord, on a interrogé nos équipes, parce que les équipes qui sont sur le terrain, c'est les premières en contact du client et qui vous parlent d'eux. On a fait les classiques, je dirais, de table ronde clients, d'études, etc. Et puis, il y avait, pendant toute la durée de l'aventure, il y avait un indicateur qu'on a beaucoup regardé, c'est l'indicateur du NPS, le Net Promoter Score, qui mesure la satisfaction des clients et qu'on regardait vraiment comme le lait sur le feu, parce que justement quand le nombre de clients n'est pas encore celui que vous souhaitez, c'est comme vous l'avez dit, c'est très important de savoir que si ceux qui sont là déjà sont satisfaits, si on va dans la bonne voie, et si on est dans la bonne voie. Et le NPS, c'est pas le seul, mais c'est un indicateur très important qu'on a utilisé tout au long de l'aventure. Et donc oui, le client, c'était du matin au soir. Vous dirigez pas une entreprise sans que le client soit au cœur. Vous avez donc mené une transformation pendant 7 ans, mais par quoi on commence? Quand on arrive dans une entreprise comme ça, par quoi on commence? Alors, moi, j'ai commencé par discuter avec les gens, en fait. C'est un peu bête. Les gens étant les équipes et puis aussi les clients, passer du temps sur le terrain et voir de quoi on parle. Ça me semble le minimum pour commencer. Avec le recul, quand vous me posez cette question-là, moi, me vient plutôt la phrase « Start with why » qui est assez connue, de Simon Sinek, consistant à dire au moment où vous faites votre diagnostic ou quand vous lancez un projet, pourquoi est-ce que vous le faites ? Si c'était à refaire aujourd'hui, j'irais beaucoup plus loin, c'est sûr, sur cette notion du sens, de la raison d'être de la boîte. Donc donc je dirais que je répondrais de deux façons. Il y a un côté un peu opérationnel de on écoute, on pose un bilan, et puis il y a derrière ce que vous disent les gens, quelles sont les valeurs, quel est le sens de ce qu'ils font et pourquoi est-ce qu'ils se lèvent le matin. Parce que ça permet de définir ce à quoi il ne faut surtout pas toucher. Oui. En fait, c'était pas évident quand j'ai repris Guérin. C'était une enseigne de distribution moyenne gamme présente en centres commerciaux. Et alors voilà, de là à se dire c'est une marque de joaillerie premium, on peut se dire il y a quand même un gap un peu étrange. Mais en fait, quand j'ai fait mon tour du terrain, qu'est-ce que me disaient les gens ? Ils me parlaient de joaillerie, ils me parlaient de pierres, ils me parlaient de diamants, ils me parlaient de savoir-faire. Ils avaient un discours premium, en fait. Et ce qui faisait d'ailleurs la différence de l'entreprise sur son marché. Et ça, c'est évidemment l'ADN de l'entreprise était là. Et ça, je n'y ai pas touché. J'ai même construit la stratégie là-dessus. Il y a une erreur, par exemple, que vous ne referiez pas aujourd'hui ? Une erreur, je ne sais pas. Il y en a plein, en fait. C'est de ça dont je parle dans le livre. C'est aussi tout ce qui n'a pas marché et qu'il faudrait faire différemment. Je dirais que s'il y a vraiment un truc que je ferais différemment, c'est mieux travailler toute cette question du sens, de la raison d'être de l'entreprise. Mais qui n'était peut-être pas aussi prégnant il y a 7 ans que ça peut l'être aujourd'hui. Donc si c'était à refaire aujourd'hui, et je pense que c'est absolument incontournable, quel est l'impact écologique, quel est l'impact social de toutes mes activités et comment je fais en sorte d'impacter positivement la société. On a fait des choses sur ces sujets-là et j'en suis assez fière parce qu'on était plutôt en avance sur le marché de la joaillerie. Mais voilà, si je commençais aujourd'hui, j'irais beaucoup, beaucoup plus loin.
Et vous avez quitté finalement Guérin Joaillerie en 2019 et c'est une des premières phrases de votre livre. Vous dites ça a été un soulagement. Mais alors pourquoi ? Parce qu'à un moment, la charge de la transfo, elle devient trop lourde à porter ? En fait, j'en ai été assez surprise parce que le quotidien était super. Quand vous vendez des bijoux magnifiques, vous participez aux événements heureux de la vie de vos clients. Enfin, c'est un métier vraiment chouette. Et l'aventure humaine, elle a été vraiment extraordinaire. Mais il n'empêche que même avec une super équipe, même avec un actionnaire très bienveillant, il y a de la solitude dont vous parliez tout à l'heure, qui est très forte, beaucoup de stress. Et du coup, quand ça s'arrête et que tout d'un coup, votre agenda est libre, oui, j'ai éprouvé ce soulagement, je l'avoue. Mais en fait, je pense qu'il y a plein de dirigeants qui sont dans ces cas-là. Depuis que j'ai sorti le livre, j'ai beaucoup de feedback de dirigeants qui me disent « je me suis beaucoup reconnue ». J'ai même une dirigeante qui m'a envoyé un petit mot en me disant je suis soulagée, je pensais que j'étais la seule à porter mon sac à dos de pierre. Ça me fait du bien de savoir que d'autres sont dans ce cas-là. Vous referiez mener une transfo comme ça ? Bien sûr. Ouais. Bon, next challenge alors. Avec plaisir. Merci beaucoup Ilani Tatia. Je rappelle votre livre Splash, plongé au cœur d'une transformation d'entreprise. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on termine cette émission en partant en voyage avec Mariam Ndiaye. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO et cofondatrice de Broken Abroad et vous êtes venue avec votre cofondateur Junior Bidunda. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi CMO de l'entreprise Broken Abroad. Alors, comprendre fauché et à l'étranger. Donc, le principe, Marianne, si j'ai bien compris, c'est de faire voyager des publics qui n'ont pas forcément les moyens de le faire, c'est ça ? Exactement, c'est exactement ça. Nous, en fait, on est parti d'un constat. On a vu qu'en fait, en France, la majorité des gens pensent que pour voyager, il faut de gros moyens, qu'il faut être riche. Et nous-mêmes, en fait, dans notre entourage, on ressentait ça, que les autres personnes pensaient qu'il fallait avoir beaucoup de moyens pour voyager. Et par contre, nous, on a beaucoup voyagé. Moi, par exemple, j'ai voyagé dans une cinquantaine de pays. Une cinquantaine de pays ? Une cinquantaine de pays. Vous passez votre temps à voyager, c'est pas possible. C'est ça. Et pourtant, je suis vraiment fauchée, super broke. Et justement, quand on me demandait comment je faisais pour voyager, je me suis dit, mais c'est bizarre, moi, je trouve des bons plans. Pourquoi les autres n'y arrivent pas ? Et c'est en fait de ce constat qu'on s'est dit, attends, on va essayer de permettre à d'autres personnes de faire comme nous, de voyager, de découvrir le monde, et avec un budget super réduit. Junior, vous êtes en fait 3 cofondateurs, c'est ça ? On est 3, c'est le Steven. Comment on décide de faire, en gros, de son hobby, comme dit Mariam, c'est-à-dire je voyage et je passe mon temps à faire plein de trucs super avec des moyens réduits, je fais une entreprise avec ça ? C'est la demande, en fait. C'est la demande, c'est comme elle l'a dit, c'est vraiment la demande, c'est autour de nous, on voyageait, et du coup, les gens autour de nous demandaient toujours, mais comment tu fais ? Et c'est pas parti, on s'est dit, on va faire une entreprise, on s'est dit, il faut qu'on partage les connaissances qu'on a acquises, et comment le faire le plus facilement possible, et le plus rapidement possible, le plus carré. Et c'était la forme d'une entreprise qui venait, et du coup, on a lancé. Maria nous a contactés, moi et Steven, et ensuite on s'est lancé dans le projet. Et c'est allé plus vite que nous, on s'en rend toujours pas compte, mais c'est ça. Parce que vous avez lancé quand là ? On a lancé en mai 2019, donc juste avant la pandémie. Et en fait, dès qu'on a lancé, on a eu presque 5000 personnes inscrites sur le site internet. Aujourd'hui, on est presque 80 000 du coup inscrits et clients sur le site internet. On a fait voyager 40 000 personnes. Et c'est énorme, surtout qu'on... Mais vous avez fait voyager 40 000 personnes alors que les frontières, elles sont quasiment fermées partout. Comment vous avez... En Europe, en France... Principalement en Europe, du coup, vu que les frontières elles étaient ouvertes. Et là, ça a déconfiné un peu partout. Bon, même si le variant est de retour. Mais il y a beaucoup de pays qui sont très souvent ouverts. On fait aussi un travail de veille où on informe les gens par rapport au pays, les frontières, comment on peut y aller, est-ce qu'il faut y aller, les précautions à prendre pour y aller. Et ça permet aux gens de pouvoir organiser leur voyage. Alors, je n'ai pas de comparatif en tête, mais néanmoins, 40 000 personnes en 2 ans, mais ça me paraît complètement dingue, Mariam. En fait, je pense que ça a été fait grâce à notre communauté aussi. C'est comment en fait on entretient nos communautés, comment les gens s'identifient à nous et s'identifient à comment on va leur parler. Et du coup, ils se disent, si eux ils le font, nous on peut le faire. Et c'est ça qui fait que ça leur a permis qu'on a réussi à faire voyager près de 40 000 personnes. Et vous connaissiez tous les 3 avant ?
Pas vraiment. Moi, j'étudie du coup en cours en master du coup avec Steven, du coup qui voilà. Et ensuite, j'ai rencontré Junior sur les réseaux sociaux, donc la force des réseaux sociaux aussi. Et c'est comme ça en fait qu'on a créé vous êtes un peu des influenceurs du voyage, quoi. C'est ça, Junior? Exactement. En vrai, nous-mêmes, en fait, à travers nous, les gens reconnaissent Broken Abroad parce qu'on voyage, on est nos propres ambassadeurs, en fait. Exactement. On est nos propres ambassadeurs et notre communauté, elle sait que si on a dit que c'est ce pays, par exemple, on va dire l'Albanie, on a fait un voyage de presse en Albanie, un pays qui est très méconnu, on y va, on montre à quoi ça ressemble, on montre comment ça ressemble, l'expérience, en fait, pour des étudiants, des jeunes actifs, des minorités, comment ça se passe dans certains pays. Et là, ils se disent, ah ben waouh, j'ai envie d'y aller. Ça n'a jamais été dans ma bucket list de voyage, mais maintenant, j'ai envie d'y aller. Et ensuite, nous, après, on va mettre les plans. Vous pouvez y aller pour 30 €, pour 100 € voler hôtel, 50 € voler hôtel. Mais ça me paraît des budgets extrêmement réduits. Vous faites comment? Je n'en reviens pas, pardon, je ne cache pas mon étonnement. Mariam, vous faites comment? En fait, on est un peu expert en fait dans la recherche de bons plans, dans la recherche de voyages, parce qu'en fait nous-mêmes en fait on a fait ce travail en amont de rechercher les bons plans, de trouver en fait comment voyager pas cher. Et en fait c'est devenu inné pour nous au départ. Et c'est pour ça qu'on essaie de le partager. On va vraiment rechercher sur tous les sites internet les meilleurs bons plans. C'est devenu en fait automatique. Enfin, pour nous, c'est simple et on sait que ça apporte de la valeur aux autres parce que justement, c'est des expertises qu'ils n'ont pas forcément. Et voilà, et c'est pour ça que c'est comme ça qu'on fait. Et ça offre pas une expérience de voyage dégradée? On se retrouve pas dans un hôtel qui tient à peine debout? C'est Steven qui fait la sélection et c'est toujours le meilleur rapport qualité-prix, toujours. On se dit pas forcément c'est pas cher donc ça va être moins bien, pas du tout. Tu peux aller dans un 4 étoiles pour 200 €, pour 100 €. C'est ça. En Albanie, en Italie, en Espagne. On jauge avec les dates, toujours. Ça peut être en pleine semaine, ça peut être un week-end, ça peut être pendant les vacances. Mais on va toujours mettre le minimum 3 étoiles. On ne descend jamais en dessous. Mariam, en fait, ça répond à une demande, vous l'expliquez très très bien tous les deux, mais parce que finalement, les grands majors du tourisme, eux, ils ne s'adressent pas du tout à cette cible, parce qu'en gros, ils n'ont rien à gagner, je schématise, mais c'est un peu ça. C'est ça, en fait, parce qu'en fait, c'est une population qui a un peu été occultée par l'industrie du tourisme depuis des années maintenant, et que nous, en fait, on veut cibler parce qu'on sait que déjà, nous-mêmes, on est notre propre cible, et on sait qu'il y a énormément de personnes qui recherchent à voyager, et c'est super important de voyager. Et là, pour donner des chiffres, on sait qu'il y a près de 25 millions de Français qui n'ont pas voyagé, par exemple, l'année dernière, et qui, par faute de moyens, par exemple. Et c'est des personnes qui vont toucher moins de 2 000 € par mois. Et c'est des gens, par exemple, qui sont vraiment dans notre cible et qui, grâce à Broken Abroad, vont pouvoir voyager, vont pouvoir, du coup, s'ouvrir l'esprit, voir d'autres choses. Et je pense que c'est super important parce qu'on sait à quel point voyager, c'est vraiment incroyable, quoi. Et nous, en fait, on l'a vécu, on l'a ressenti et on veut l'offrir à d'autres personnes pour que d'autres personnes puissent vivre ce qu'on a vécu et découvrir d'autres pays, quoi. Junior, qu'est-ce qu'on trouve concrètement sur la plateforme? C'est-à-dire demain, si on veut voyager avec Broken Abroad, on se rend sur la plateforme et on dit « je veux aller là » ou c'est vous qui remontez finalement les offres les plus attractives du moment? Alors, il y a les deux. Il y a les deux. Du coup, quand on arrive sur le site, on a les offres qu'on a sélectionnées en amont. Et tu peux sélectionner celle qui t'intéresse, vol ou hôtel. Et il y a aussi, du coup, je ne sais pas où est-ce que j'ai envie d'aller. Et là, on a un service sur mesure. Et prochainement aussi, on prépare quelque chose pour pouvoir connecter les voyageurs et trouver son perfect travel match. Ça, c'est un service qu'on va lancer cette année. Et ce sera en gros le Tinder du voyage. Ouais, c'est ça, un peu comme un site de rencontre. Exactement. Parce que justement, en fait, on a eu plein de demandes en ce sens. Parce que les personnes, en fait, quand on leur donnait des bons plans, leur montrait qu'ils pouvaient aller pour pas cher dans telle ou telle destination, ils nous disaient « Oh, j'aimerais trop y aller, mais j'ai personne avec qui y aller. Et carrément, on a des personnes qui se sont créées des groupes via nos réseaux sociaux. « J'ai envie d'aller à cette destination, qui est partant pour y aller avec moi ?» Et du coup, nous, on veut faciliter ça. Et en fait, ça va permettre de réduire les coûts de voyage. Parce que quand on voyage à plusieurs, on va réduire les coûts de voyage. Parce qu'on va partager une voiture, partager un hôtel. Et en fait, on va découvrir d'autres personnes, voyager avec d'autres personnes. Et c'est encore mieux. Ouais, c'est une expérience sur l'échange, quoi. En fait. Exactement. Là, aujourd'hui, c'est quoi votre business model, Junior? Alors, le business model, c'est en freemium. D'accord. Premium, donc tous les gens qui viennent sur notre site, toute notre communauté, ils nous rapportent de l'argent via l'affiliation. Et on a un modèle aussi avec l'abonnement pour pouvoir avoir accès à nos meilleurs bons plans, nos bons plans avec hôtel. C'est un abonnement de 4,99 € par mois. Et on est 4000 abonnés premium.
Déjà là? Oui, en 12 ans, 4000 abonnés premium. Et je te laisse terminer. À l'avenir, en fait, ce qui est bien, c'est que en fait, dans l'abonnement VIP, dans l'abonnement du coup premium, on aura du coup ces bons plans. On aura aussi l'accès du coup à tous les autres services, donc le bon plan personnalisé, qui sera fait grâce à une intelligence artificielle qui va venir récupérer toutes les données de la personne avec son style de voyage, son style de personnalité, etc. Et le Perfect Travel Match, donc l'accès du coup à ce service, pour pouvoir avoir un package en fait complet qui va permettre d'avoir une expérience de voyage dans bout en bout optimale. Alors, vous venez d'intégrer l'accélérateur de voyage privé, hein, c'est ça? Yes. C'est ça. Qu'est-ce que ça vous apporte, ça, Junior? Alors, voyage privé, déjà, ça nous apporte la validation du plus grand groupe de voyage européen. Donc déjà, nous, ça nous fait plaisir en tant qu'individu. Yes. Après 2 ans, vraiment, c'est super cool. Et ensuite, on va être accompagné par des experts du voyage dans tous les métiers, dans tous les corps du métier, du supply au marketing, à la finance. On va être accompagné vraiment pendant 3 mois et ça va vraiment nous permettre d'accélérer. Non, vraiment d'accélérer. Et ça va être dur, mais ça va être incroyable. Et dans les cartons, il y a autre chose, Mariam? Yes. Là, on vient d'intégrer du coup l'incubateur Station F sur le Super. Fighters Programme. Donc, on est super content parce qu'en fait, ça combiné, du coup, on est déjà à l'incubateur l'Escalator depuis maintenant 1 an. D'accord. Et donc, ça combiné à du coup Station F et voyage privé, je pense que ça peut être vraiment incroyable. On va Vous avez un vraiment triple pouvoir- accompagnement là d'un coup. C'est ça, en fait. D'un coup, on a un triple accompagnement, donc ça va être beaucoup plus de travail. Bon, on est 3, donc on va se faire accompagner chacune une fois. Mais beaucoup de travail, mais ça va être intensif. Et on sait que c'est l'année où on va beaucoup travailler, qu'on va beaucoup avancer encore plus, quoi. Et c'est quoi l'objectif à moyen terme? Parce que là, déjà, ça va très vite. mais- À moyen terme, là, du coup, sur cette année, nous, on prévoit du coup de faire une levée de fonds pour pouvoir justement développer les services dont on parlait, donc le Perfect Travel Match, pouvoir ouvrir aussi dans d'autres villes, parce que actuellement, Broken Abroad, les départs sont uniquement à Paris. Donc, toutes les données qu'on vous a données, les 100 000 abonnés sur c'est les uniquement à réseaux, Paris. exactement. D'accord. 80 000 voyageurs, etc. C'est seulement au départ de Paris que des Parisiens. Et là, on veut ouvrir en fait à d'autres villes, justement. Et il nous faut un peu de fonds, donc on espère faire une levée de fonds pour pouvoir ouvrir dans les autres grandes villes, telles que Marseille, Lille, Paris. On est déjà dans Paris. Vous êtes déjà dans- Marseille, etc. Et voilà, pour moyen terme, c'est surtout ça. Bon, en tout cas, l'appel aux investisseurs est lancé. Merci beaucoup, Mariam Ndiaye et Junior Bidunda. Je rappelle que vous êtes donc tous les deux cofondateurs de Broke and Abroad. Et on va saluer Steven aussi au passage, sinon on va se faire tirer les oreilles. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec Merci à nous. vous. C'est la fin Merci de cette à vous. émission. Merci de nous avoir suivis. Évidemment, on se retrouve vendredi prochain pour Bismart. Et puis dès lundi, vous aurez le plaisir de retrouver Stéphane Soumier. Passez un très bon week-end.